Bienvenue à Pack de Pod, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe du Monde 2019. Nous sommes trois amis réunis par le rugby et nous sommes vraiment contents d'être là avec vous pour ce podcast. Je suis content de vous présenter Charlie Beyer. Salut. Qui est avec nous, joueur et capitaine du Massif Central à Paris. Absolument, qui sort d'un match où il s'est fait mâcher, donc pleine forme. Bonne chance pour la semaine prochaine plutôt. Et nous avons aussi Théodore de Saint-Rémy, notre Racing Man. Oui, salut à tous. Alors, ex-Racing Man, mais Racing Man de cœur, et puis surtout, voilà, le cœur ovale, comme on dit, donc super content d'être là avec vous deux. Peut-être vous allez entendre quelques petits pleurs ou larmes pendant cet épisode, parce que quand même, Stade français, bon, c'était pas évident pour toi, Charlie. Ah, mais je croyais qu'on allait parler de basket, du coup, quand tu parlais de... Non, oui, on va parler de basket, mais quand même. Non, d'accord, c'est des larmes pour autre chose. Non, très bien. Tellement de raisons de pleurer cette semaine. C'est vrai qu'on en a tous là. Hein. Oui, Théo aussi, parce que son Racing a perdu par 3 petits points. Et bon, allez-y les gars, oui, la France a battu les États-Unis. On n'a pas le temps de fanfaronner que déjà on perd contre l'Argentine. Ouais, en plus on perd contre l'Argentine. Juste derrière, on joue contre les Australiens. Tout ça était très très rugbystique quand même, et on espère que c'est pas trop prémonitoire, parce que les Argentins sur ce match de basket ont vraiment fait une prestation exceptionnelle, et c'est vrai que les Français sont passés à côté, donc on espère juste que c'est pas la répétition de samedi prochain. Bah, si la France a battu les États-Unis en basket, peut-être les États-Unis peuvent battre la France en rugby. ce serait le pompon là. Il manquerait plus que ça, ouais. Hein? Qu'est-ce que vous pensez, c'est pas ça? Pack de potes, terrain 10. Ok, nous allons démarrer aujourd'hui. On a beaucoup de choses à se dire. En fait, nous allons parler de poule D et poule C dans cet ordre-là. Après, nous avons un match France-Argentine très bientôt et d'autres matchs à regarder parce que le Coupe du Monde, ça démarre bien bientôt. Là, c'est vrai que on est tendu comme des arbalètes, comme des strings, comme tout ce qu'on veut. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça approche, et ça fait un petit mois qu'on discute la préparation, les listes des 31, les machins. Maintenant, c'est fini, ça va taper dedans, et on va avoir les idées claires assez vite là. Fin des préliminaires. Moi, je viens de regarder 3 vidéos de Faf de Clerc, le numéro 9 sud-africain, en train de faire des plaquages. Bah, je suis prêt, quoi. Je suis chaud. À lui, il est énorme. Bon, on va démarrer avec Charlie qui va nous parler de cette poule D. Ouais, absolument. Je vais essayer de faire un petit tour rapide, hein, parce que c'est, il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces équipes, hein. Mais donc cette poule D qui est composée pour la première équipe, celle qui est en tête de tableau, quoi. C'est l'Australie, c'est nos copains australiens. L'Australie, donc cette île continent qui, en plus d'avoir donné aux hommes du monde Kylie Minogue et pour la gente féminine l'acteur de Thor. Donc cette équipe d'Australie, au niveau rugby, hein, l'Australie, c'est une équipe qui a remporté 2 fois la Coupe du Monde. 2 fois au XXe siècle, hein, ça date. Hein. Oui, ouais, c'était il y a 10 ans déjà pour la deuxième fois, c'était 91-99, hein, c'est vrai que ça date un peu. Il y a 20 ans, Charlie, on est vieux maintenant. Oh, il y a 20 ans, 99. Pour moi, 99, c'est encore ma jeunesse, je veux pas l'avoir éloignée aussi vite. Donc oui, en effet, c'est 20 ans, ça fait trop pour moi, je préfère le résumer en 10, mais bon, c'était en 99, en effet, leur dernière victoire, après celle de 91. Plus récemment, du coup, dans le dernier Four Nations Rugby Championship, ils sont arrivés vice-champions, ils sont arrivés deuxième. Leur bel acte un peu pendant ce championnat, c'était une super victoire 47-26 contre la Nouvelle-Zélande, un peu entaché par un match plus tard, une sorte de revanche un peu de la Nouvelle-Zélande qui leur... ils se sont fait fesser la semaine dernière. Bah ouais, les pendules à l'heure, quoi. Ils ont ramassé, là. Ils ont ramassé, quoi. Mais c'est quand même une équipe qui est capable de passer près de 50 pions à la Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, ah ouais, ça plante le décor, c'est clair. Exactement. C'est d'ailleurs une équipe qui, il y a 4 ans, était arrivée en finale face à cette même Nouvelle-Zélande. Donc même si c'est vrai au classement, enfin dans le top 3, comme il y a l'Angleterre qui vient s'immiscer souvent, enfin c'est pas forcément, mais elle est toujours, elle fait partie des meilleures nations du monde, hein, clairement, l'Australie. Un pays où le rugby à 15 est vachement concurrencé par le rugby à 13 là-bas. Ils ont plus une culture de rugby à 13 ou de foot australien. Le Aussie Rules, qui est un sport extraordinaire. Hein, si vous avez l'occasion
de regarder une fois des vidéos sur YouTube de Aussie Rules. C'est un Pour sport tous ceux, incroyable. tous ceux qui aiment Et bien la on se dit, violence. ouais, non, et aussi l'adresse quand même. C'est un Bah, sport hyper spectaculaire. États-Unis, on a ESPN, de chaîne nationale de sport, et en fait c'était sur ESPN 4 à minuit, ils montraient toujours des Aussie Rules, et je pense qu'avec mon coloc, on a essayé de comprendre, et ça nous a pris 6 mois pour avoir les bases de comment ça fonctionne ce sport-là, et c'est quand même un truc de dingue là-bas. Mais ils ont des bons joueurs de rugby quand même, rugby à 15. Effectivement, on les verra, ils ont en particulier ce troisième ligne Pocock, qui d'ailleurs qui est né en Afrique du Sud, mais qui est c'est le Sudaf de l'équipe, hein. Excusez-moi les gars d'insister, même s'il n'a pas tellement un nom de Sud-Africain, mais qui est vraiment le plaqueur, gratteur, T-News et tout ce qu'on veut dans toute sa splendeur. Bah, celui-là, il est australien et c'est un sacré client. Et oui, Théo, vu que la semaine dernière, tu nous parlais des Sudaf et de leur physique de monstre, il y a une photo là qui est sortie aussi de cette semaine de Pocock où il a vraiment rien à leur envier, quoi, parce que c'est vraiment un beau monstre et tu comprends pourquoi c'est un gratteur aussi fort. Ouais, il est un peu gaulé à la Camille Chat, c'est clair. Après, moi, il y avait un autre joueur aussi dont je voulais parler. Bon, on va pas tous les passer en revue, hein, voilà, on a parlé un peu de l'équipe, mais il y en a un dont je voulais parler, c'est Kurt Lebill, quoi, parce que un mec avec cette réputation-là, je ne peux que l'aimer, quoi. Ouais, donc juste, on va pas faire une revue d'effectifs non plus, hein, mais un petit mot sur le coach qu'on connaît un peu parce qu'il est passé par le top 14, il est passé par Paris, enfin par Paris, j'entends le Stade Français évidemment. Euh, c'est Michael Cheika qui est connu un peu pour son côté bourru, un peu autoritaire, rigoureux et tout. C'était un warrior de première qui faisait échapper du monde. Moi j'avais une petite stat à son sujet. Il s'était fait marcher sur la tronche une fois quand il jouait contre les Blacks. Il avait eu 38 points de suture sur la tête. Et moi, je trouve que c'est une belle stat. Honnêtement, c'est une stat qui me plaît. Je pense que... Et c'était pas ça l'histoire où il avait dit au mec qu'il avait marché sur la gueule, c'est tout ce que t'as dans le bide ou un truc comme ça. Ah ouais, genre c'est tout ce que t'as dans le sac ou je sais pas quoi. Ouais. c'est cette vieille histoire-là, mais je l'aime bien, moi. Bah, ça pose le bonhomme. Ouais, exactement. Donc on peut dire Australie a une équipe avec des beaux biceps, hein, et voilà, et très rugueux et très envie de faire mal. On a aussi le Pays de Galles. Oui, il y a aussi le Pays de Galles et en effet c'est un peu le concurrent d'Australie quoi dans cette poule. Ils ont eu là pendant cet été, pendant ces matchs de préparation, donc ils ont affronté 2 fois l'Angleterre, 2 fois l'Irlande, hein. Deux défaites contre l'Irlande, contre l'Angleterre, ils ont obtenu une victoire qui les a fait passer un temps avant de du coup se faire doubler par l'Irlande. Premier du classement IRB, classement IRB qui ne s'appelle plus IRB, pardon, du classement mondial rugby que Théo porte cher dans son cœur. Donc voilà, c'est des concurrents vraiment très sérieux, ces Gallois. Ils ont jamais gagné, mais en 2011 pardon, s'ils n'ont pas gagné, c'était un petit peu de notre faute parce qu'on leur avait pas volé le match. Un match ne se vole pas évidemment, mais ils méritaient peut-être 8 ans après, je peux le dire, mais ils méritaient peut-être de le gagner un peu plus que nous quoi. Ils avaient clairement une équipe solide à ce moment-là. Donc voilà un peu pour le global de cette équipe quoi. Alors, moi, je suis quand même un peu déçu, Charlie, là, que tu nous sortes pas un petit badage total de Allen Wynne-Jones, qui est quand même le deuxième ligne, qui moi m'a fait rêver sur la scène européenne. Et franchement, si je jouais au rugby quand j'y ai joué, c'était pour essayer de ressembler à des mecs comme ça, quoi. Parce que lui, franchement, c'est le papa total, quoi. Voilà, plus de 130 sélections avec les Lions, donc papa, il commence à faire. Mais il est pas si âgé que ça en fait. C'est juste qu'il a une gueule de papa quoi. C'est le mec à 25 balais, il ressemblait déjà à... Il a 33 ans maintenant, donc il est quand même un peu à la fin, quoi. Mais c'est vrai que là, ce qu'il a donné sur le tournoi était extraordinaire. Et franchement, moi qui ces dernières années ai pris presque plus de plaisir à regarder le rugby britannique, regarder Pays de Galles, Angleterre, pour qu'ils fassent c'était le match du Grand Chelem chez eux où ils tapent les Anglais avec Allen Wynne-Jones qui marque à la 65e après une action où il remonte le terrain à 40 temps de jeu. Enfin bon, c'est des trucs, c'est ce qui fait aimer ce sport, quoi. C'est exceptionnel. Je trouve que Pays de Galles, vraiment, comme tu dis, c'est une équipe qui est beau à regarder. Mais je pense, en fait, j'ai un théorie là-dessus, et je pense que ils ont presque tous toujours les mêmes noms. Parce qu'en gros, c'est que des Williams,
C'est que des Jones et des Davis. Ah, ça, c'est clair. Grosso modo, tu as toujours 4 ou 5 noms comme cela dans l'équipe type du 15, ce qui est quand même assez marrant. Et il faut quand même savoir que le Pays de Galles, c'est 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est plus petit que la Bretagne. Donc, pour qu'ils arrivent quand même à tenir la dragée haute, grande nation de ce sport, à taper les Anglais qui sont leurs voisins, Oni, etc., avec un si petit réservoir de joueurs, c'est quand même exceptionnel. Et donc, quand on les voit gagner contre des grands, moi je suis toujours aussi admiratif pour ça, quoi. C'est vrai. On a parlé de les deux favoris, donc Australie et Pays de Galles. Après, on a 3 autres équipes, donc Géorgie, Fidji et Uruguay. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à peut-être Géorgie? Pour moi, c'est l'équipe le plus poilue, ça c'est sûr. Improbable. J'ai regardé les U20 qui a joué contre l'Écosse et en fait, de moins de 20 ans, ils ont tous une barbe en fait. Donc, sur Géorgie, mais les Écossais, ils sont que de papa, quoi. Ah mais c'est vraiment. Voilà, tu vas te faire plaisir pour ça, Thierry, c'est sûr, au niveau des barbes avec la Géorgie, tu vas être au top. Ça, c'est vraiment plus un barbe de nécessité, parce que si ils se rasent le matin, ils ont déjà la barbe à 14h, en fait, ces gars-là. C'est clair. Alors moi, sur la barbe, juste avant de te repasser la parole, Charlie, moi j'ai quand même regardé en différé le match où les Blacks ont foutu 92 points au Tonga, ce qui m'a quand même fait mal pour les pauvres Tongiens. Et je trouve que ça devrait être interdit, c'est-à-dire qu'après 70 points d'écart en match officiel, je trouve qu'il faudrait arrêter. Tu vas boire une bière, quoi. Les Britanniques, pour continuer d'appuyer sur le champignon, ça m'insupporte. Par contre, je pense qu'on tient le remplaçant des Tongiens qui s'appelle Sione Anga Aelangi. Je vous mettrai la photo. Je pense qu'on tient la plus belle barbe du mondial. Et on peut peut-être essayer de nous nommer la plus belle barbe du mondial pour le tournoi. Lui, il est juste énorme. Il a une barbe fantastique. Ça. Elle est longue, mais c'est la barbe du Père Noël, quoi. Elle est longue comme un bras. Et il est rentré, il est remplaçant à l'honneur. Il est rentré, il a fait son match. Un gars qui a joué à Vannes, qui a joué à Biarritz, donc il connaît bien la France. On peut peut-être même le croiser au Super U sur la côte ouest. Et franchement, il est au top. On vérifiera ça. Juste sur l'Australie, je voulais faire un petit truc parce que tu faisais, Théo, des points sur les contingents sud-africains de toutes les équipes nationales, en fait. Mais le coach gallois, il est néo-zélandais. Et figure-toi qu'il y a pas mal de coachs, enfin figure-toi, tu le sais aussi bien que moi, mais le néo-zélandais est un peu au coach ce que le sud-africain est au joueur. Est au joueur. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Parce que à tout seigneur, tout honneur. Exactement. Et du coup, pour parler des Géorgiens, eux ont un coach All Black aussi depuis 2011. C'est un mec qui les a fait monter. Ils se débrouillent très bien, les Géorgiens, dans le championnat B européen. Et donc les Géorgiens qui ont aussi un coach All Black, c'est un coach qui leur a beaucoup apporté parce que depuis 2011, ils ont gagné 7 fois d'affilée le titre européen B. La Géorgie, c'est une équipe qui gagnerait à être connue, en fait. C'est un peu une équipe qui milite pour un tournoi à destination ascendant-descendant, enfin avec des montées et des descentes, ce qui les oppose un peu à l'Italie sur ce sujet-là, mais parce que en fait ils écrasent vraiment tout l'Espagne, Allemagne, Belgique, tout ça, tout le monde du championnat B, ils marchent un peu dessus et ils ont vraiment besoin de se confronter à des nations. Dans ce monde-là, ils sont un cran dessus, c'est clair. Ouais, et ils gagneraient vraiment à pouvoir se confronter à des nations un peu supérieures. C'est des joueurs qui sont, je voulais juste faire un petit coucou à tous les joueurs amateurs, à tous les joueurs de Fed 3, Honneur, Fed 2, qui sont déjà tombés sur des Géorgiens, voilà, parce que... Ah bah, ils s'en rappellent en général. Exactement, ouais. Souvent devant, hein. Moi j'ai des copains piliers qui ont des bons souvenirs mais voilà, quoi, il y a des Géorgiens dans un peu tous les clubs, c'est des mecs qui sont connus pour être durs au mal. Si on doit en citer qu'un, je pense Gorgedze, voilà, quoi, c'est un peu qui rempile pour la Coupe du Monde, il a été rappelé dans le groupe un peu inextrême. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah lui, c'est clair que c'est vraiment c'est l'archétype du Géorgien, t'as l'impression que c'est un bulldozer, lui il a jamais mal nulle part, mais par contre les autres en face ils ont mal à chaque fois. Pour qu'un mec s'embrouille, pour qu'un mec aille chercher Bakis Bota, c'est que vraiment je pense qu'il faut pas voilà, quoi, ça en dit long sur le mec, quoi.
Mais voilà, pour conclure un petit peu juste sur les petits sur nos Géorgiens, petits Géorgiens, non, je vais me faire casser la gueule, je vais pas. Sur nos Géorgiens, ils font partie de ces équipes où il y a pas mal de joueurs de top 14. On va retrouver pas mal de joueurs de top 14. Il y a 15 joueurs de ce squad géorgien qui évoluent en Pro D2 ou en top 14 chez nous, quoi. Ah bah c'est clair que c'est très français, parce qu'il y a une grosse colonie dans les clubs professionnels français. Je sais pas pourquoi, j'en vois moins, j'ai l'impression, dans les équipes britanniques. Je sais pas très bien ce qui les a attirés ici. Peut-être le fait qu'on puisse boire des canons rue Guizard et compagnie à Paris. Il y en avait une bande qui avait retourné le pouce au crime une fois, après une bagarre assez légendaire qui s'était finie en fermeture et compagnie. C'était parti complètement en vrille là-dedans. Donc voilà, en tout cas en France, ils sont très présents. Heureusement pas que pour retourner les bars, mais aussi pour retourner les mecs en face. Les gens aussi en face. Donc, on a pas mal parlé de Géorgie. Je pense que quand même, c'est une équipe on veut tous voir, même si c'est 15 avant. Peut-être c'est pas ça qu'on a envie de voir. C'est parce que c'est une équipe de 15 avant. Mais on a aussi encore 2 équipes, donc Fidji. Oui, une équipe de 15 arrière, pour le coup. non, mais ouais. C'est parce qu'on parlait la semaine dernière quand on avait parlé des Samoa, c'est vrai qu'on parlait des joueurs iliens qui sont très connus pour leur rugosité, pour leur pas violence, mais à la limite d'eux. Il y a les Fidjiens aussi. C'est vrai que contrairement aux Tonga, aux Samoa, les Fidjiens ils sont très joueurs de ballon, quoi. Ils sont c'est plus bon, le terme qui revient souvent quand on parle d'eux, même si c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être connoté pas très bien, mais on dit des funambules, des mecs comme ça et tout. En intervalle, ils sont quand même devenus champions olympiques de rugby à 7, c'est pas rien, et ça franchement, on pourra jamais leur enlever. C'est la première fois qu'il y avait le rugby à 7 au rugby. C'est les Fidji qui l'ont gagné. Moi, j'étais super content pour eux. Il y a eu jour de fête nationale chez eux. Ils ont imprimé des billets avec des billets nationaux avec l'équipe. Mais ils ont des joueurs extraordinaires et ils ont même un deuxième ligne extraordinaire. Ah, désolé, Charlie. Nakarawa, il joue au Racing, évidemment. Mais Nakarawa, même si là, il est un petit peu moins bon qu'en 2018, mais il a fait une saison 2017-2018 en France exceptionnelle. C'est un mec qui peut jouer deuxième ligne ou troisième ligne, il fait ce qu'il veut. Il faisait des matchs à 5 ou 6 offloads, 7 ou 8 offloads dans le match. Il rendait fou les mecs en face. Donc, ils ont quand même des mecs qui ont ces qualités-là, quoi. Par contre, collectivement, c'est plus dur. Justement, j'avais parlé un peu justement du Seven, quoi, qui joue énormément dans le rugby fidjien, et justement des mecs comme ça qui débarquent en rugby à 15 et qui viennent du Seven. Et c'est vrai que quand t'as un deuxième ligne qui est bon gap quand même, mais qui est capable de jouer, comme tu dis, des offloads, des machins et tout, bah, c'est la formation rugby à 7, quoi, de chez eux, qui est vraiment un magicien. C'est un magicien avec en plus un putain de gabarit de deuxième ligne, parce que c'est un steak. Je pense qu'on peut dire que quand même on a 4 équipes qu'on a besoin de regarder, qu'on a envie de regarder. Je pense que ce match Géorgie-Fidji par exemple, ça va être assez intéressant à voir finalement. Par contre, j'ai envie de dire que je suis content que je ne serai pas le présentateur de ce match-là, parce qu'avec les noms fidjiens et georgiens, ça serait impossible. Oh, le journaliste, c'est clair que le mec il va s'accrocher là entre les noms des Fidjiens et ceux des Géorgiens. C'est où la solution ? Pour l'Uruguay, alors l'Uruguay, elle est célèbre, hein, pour un truc un peu triste et glauque, quoi, mais c'est une équipe qui est régulièrement présente, pas en continu, mais ils ont tapé les Canadiens, ils ont tapé tes cousins, Thierry, hein, pour passer là. Enfin déjà, donc sur la Coupe du Monde, ils étaient là en 99, 2003, 2015, quoi. Ils y ont pas fait grand chose. Leur fait de gloire, c'est 2003, ils ont battu la Géorgie, c'était pas énorme. Mais comme tu dis, en barrage, ils sont bien débrouillés, parce qu'ils ont tapé les cousins du Nord de tickets. Clairement, hein, les outsiders, je sais pas si on a le droit de doubler les c'est les out tout court. Ils ont aucune chance de sortir. Voilà, exactement. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que t'as des équipes qui viennent pour exister un maximum, donc on va voir ce qu'ils peuvent bien nous donner. Et juste, bon, il y a si je dois mentionner un joueur, bon, bah, ce sera un deuxième ligne, évidemment, un deuxième ligne qui joue à Oyonnax, voilà, quoi, il y a un beau... Ah, le jeune qui joue à Oyo, il est super bon, il fait 2 mètres, un super gabarit. Exactement, plus de 2 mètres 3. Mais Laindekar. Exactement. Manuel Laindekar. Ouais, il me plaît bien celui-là. Il y a peut-être du sud-est dedans, tu vois. Est-ce qu'on parlerait pas un peu tout le temps des deuxièmes lignes, Charlie? On n'a pas un problème dans ce podcast? Je pense, ouais. Il est spécial deuxième ligne ou quoi, ce truc-là, sans déconner?
C'est Mais bizarre. non, mais je cherchais un joueur qui évolue en France, parce que contrairement aux autres où il y a Fidji, il y a aussi 14 Français, enfin 14 joueurs évoluant en championnat français, c'est je veux dire. Les Uruguayens, il y en a pas beaucoup en France, donc je voulais, Non, ils jouent pas mal chez eux. bah Hein, ils ouais. sont beaucoup, justement, ça va peut-être plaire à Ticket, ils sont en championnat des États-Unis et du Canada, ils jouent pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Allez, on a parlé de ce pool D, mais maintenant je pense que c'est le moment pour revenir plutôt à ce pool C, parce que c'est notre pool à nous. C'est quand même pool C, on a l'Angleterre, la France, l'Argentine, les États-Unis et Tonga. Et on peut dire, je pense que tout le monde est d'accord que c'est quand même the pool of death, non? Oui, c'est vrai que cette poule-là, c'est la seule sur laquelle les deux équipes qui doivent sortir ne sont pas quasiment écrites. Parce que si on fait quand même toute petite parenthèse, imaginons que les Fidji puissent faire une grosse surprise et sortir les Australiens ou les Gallois, mais j'y crois quand même pas trop. Et bon, sur les autres poules, c'est quand même assez fermé. Mais celle-là, il est clair que les Anglais vont sortir, je les vois pas ne pas sortir. Mais entre France et Argentine, aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Donc, ce qui est terrible pour les Français et les Argentins, c'est que celui qui perd le premier match de samedi matin prochain, là, grosso modo, il fait ses valoches. Hein, parce que, à moins d'aller taper les Anglais derrière, ce qui est improbable quand tu as perdu le premier match, bah, grosso modo, tu sais que tu finis pas dans les deux premiers et donc t'es spectateur. C'est ça qui est un petit peu terrible dans cette poule. Donc, effectivement, pool of the death, je pense que c'est le bon terme. Donc si on parlait peut-être des Anglais d'abord, parce que quand même c'est eux. Si vous voulez, je peux essayer de faire parler en français avec un accent anglais. Hein, Ah, c'est vas-y, possible, hein, si vous vas-y. souhaitez. Je peux essayer. Non. Euh, donc quand même, Angleterre, grosse équipe. Même s'ils sont pas numéro 1 dans le World Ranking System et tout ça, quand même on sait que c'est des gros bêtes. Ouais, moi je voulais parler d'un seul truc, c'est Eddie Jones, donc quand même un coach qui a passé par l'Afrique du Sud, qui a quand même passé par le Japon, et notamment de leur victoire contre l'Afrique du Sud, et qui maintenant coach de l'Angleterre. Il y avait un de ces joueurs qu'il a coaché en Afrique du Sud qui a parlé de lui avec un révérence, et il a dit c'est presque comme un horse whisperer, donc pour les avants. Donc un horse whisperer, des chuchoteurs des chevaux, le gars qui vient, qui chuchote dans l'oreille des avants, qui leur demande aujourd'hui, est-ce que vous allez, pourquoi nous allons gagner ce Coupe de Monde. Et en fait, ça m'a fait un petit peu peur, parce que quand je pense à lui, avec une ligne de japonais en train de les chuchoter, de dire, vous allez manger cette équipe de celui-là, vous allez les battre, et ils ont fait. Et après, je vois les gros anglais, tous les avants, les grosses avec les gros avants de l'Angleterre, tout sur ligne avec Eddie Jones derrière en train de leur chuchoter dans l'oreille. Ils regardent les Français, les pauvres petits Français qui sont devant eux. Tu vois presque les narines avec du Vapeur. ouais, avec le vapeur qui sort des narines et tout ça. Et franchement, cette équipe me fait peur quand même. Ouais, alors moi, alors tu sais peut-être, Thierry, que Eddie Jones, il est un peu compatriote avec toi, hein, parce qu'il est un quart américain, ce gars-là. Ah oui, donc ça, je savais Ouais, pas. ouais, alors moi je suis complètement d'accord avec toi que c'est probablement, parce qu'on peut pas passer en revue tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre, ils sont trop bons. Et ça va nous énerver en plus. Par contre, Eddie Jones, Eddie Jones, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est pas anglais. Voilà. Alors, il est pas anglais. C'est ce qui le rend euh, sympathique, ouais. voilà, il est un peu australien et surtout un peu japonais. C'est-à-dire que sa mère, elle était à moitié japonaise et son père était australien. Et lui, c'est un gars qui a vécu, parce que son père était militaire, et quand il a rencontré sa mère, il occupait l'Australie il occupait le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, avec des contingents militaires. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa mère, c'est donc pour ça qu'il est métis, et il a subi un certain racisme en Australie, de par ses ascendances japonaises, à un moment où ça avait été des ennemis en fait de cette zone géographique pendant la guerre mondiale. Donc le Japon pour lui, je pense que c'est une sorte là de rendez-vous final de sa vie, quoi. C'est boucler la boucle avec succès là-bas et être champion du monde là-bas avec une équipe. Je pense que c'est quasiment un schéma mystique, si tu veux. Donc moi je crois beaucoup à ce pouvoir là-dessus. Et on est sur un autre storytelling que celui de nos chers Jackie Moustache, hein, les gars. Je pense qu'honnêtement, mon Jaco, là-dessus, pour aller nous chercher une histoire qui ressemble à celle d'Eddie Jones au Japon, je te conseille de te lever de bonne heure, ça va pas être facile.
Merci Théo, parce que je trouve ça super intéressant. Et t'as raison, parfois le sport c'est aussi l'histoire qui est derrière, quoi. Bien sûr, C'est bien ça. sûr. Ce ne sont que des reflets des expériences humaines, surtout ces mecs-là qui sont très internationaux, qui voyagent toute leur vie, etc. Là, voilà, c'est un rendez-vous, quoi. C'est le rendez-vous de sa dernière partie de vie, c'est celle-là. Et je trouve ça quand même assez fantastique pour lui en termes de scénario. Pour lui, il n'y a plus qu'à gagner et ce sera le top. On imagine très bien le film d'ici 20 ans. Allez, Eddie Jones, the movie. donc quand même, on va quand même parler du numéro 4 de l'Angleterre, j'imagine. Parce qu'on parle que des deuxièmes lignes. Ouais, c'est quand même Non, mais en vrai, il est incroyable. Maro Itoje, là. Ouais. Ouais, en vrai, il est dingue, ce mec. Enfin, il est exceptionnel. Il a explosé super jeune, super complet, super mobile. Moi, c'est pas moi qui ai lancé, hein, mais on est en train de parler de deuxième ligne. Voilà, j'ai rien dit. Mais quand il y avait Courtnello là qui avait un peu émergé, je me suis dit bon bah voilà quoi, ils ont leur nouveau boucher deuxième ligne. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et paf, t'as ce petit genou qui débarque derrière. Oui, c'est ça. Il avait commencé à 19 ans, non, international. Je le trouve, Itoje, je le trouve vachement plus élégant que Courtnello, qui est effectivement un joueur brutal. Bien sûr, complètement. Itoje, c'est un joueur félin, c'est un chat, le mec, il sait tout faire. En plus, il a une bonne gueule. Tu dis 2-3 trucs sur lui, le mec, il est étudiant, je sais pas quoi. Enfin, en plus, il a la tête bien faite. Enfin, c'est la totale, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pénible parce que quand tu le vois, que ce soit en équipe nationale ou en club, à chaque fois, il fait des matchs, il surnage, quoi. Il est au-dessus. Donc, c'est une pioche extraordinaire pour les Anglais. Ouais, apparemment, pour parler caractère, un peu ça qu'il est souvent décrit comme un mec un peu, comme tu dis, qui fait des études, enfin pas un intellectuel, mais il est clairement pas dans le registre de l'autre deuxième ligne dont je parlais tout à l'heure. C'est pas Christophe Porcu, quoi. C'est pas les deuxièmes lattes à la française. Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas cette bande-là. C'est autre chose. C'est Harvard. Il est un peu élevé, quoi. Élevé dans son si jamais Christophe Porcu nous entend, moi je l'adorais comme joueur. Attention, je dis juste que c'est pas le même profil. Je dis rien contre toi, Christophe. Donc, ok, bon, Charlie, donne-nous quelques joueurs de quelques positions clés de cette équipe d'Angleterre. Alors bon, position clé. Non, moi dans le côté anglais agaçant, qui est vraiment la quintessence à la fois du talent qu'il faut bien lui accorder et de l'anglais qu'il est, c'est Owen Farrell, quoi, que vraiment à chaque fois que t'as un match où tu vois les Anglais, enfin c'est vraiment le joueur pétri de talent que tu vois et que tu te dis mais sur un terrain, c'est celui que t'as envie d'attraper, quoi. C'est pas possible. Les troisième lignes, il doit avoir les épaules qui chauffent quand il voit un disque comme ça en face. C'est pas possible, mais c'est vraiment. Le problème des Anglais, c'est que ils ont des mecs bons sur toutes les lignes et on peut parler des frères Vunipola, on peut parler de l'ailier, mais qui est énorme aussi, de leur troisième ligne qui sont traditionnellement super bons et là ça fait pas exception. Les flanqueurs c'est très bon, Maro Itoje. Les joueurs de la première ligne qu'on présente plus. Bon, ils ont pléthore de joueurs qui sont exceptionnels. Pour moi, ils arrivent à maturité tous ensemble. Et ils ont à leur tête un sorcier voilà, qui vient à son rendez-vous au Japon qu'on a présenté déjà tout à l'heure. Donc pour moi, j'en fais mes favoris. Là, voilà, je vous lâche une bombe. Avant le début de la Coupe du Monde, moi je pense que c'est eux qui vont la gagner. J'espère me tromper. Mais je trouve que si on est un peu scientifique sur le truc, ceux dont le projet global arrive à maturité à ce moment maintenant et ceux qui ont le plus de certitude maintenant, c'est eux. Et je serais pas du tout surpris qu'ils remportent cette compétition. À ce propos-là, du projet de jeu global, moi, c'est une équipe que je respecte énormément par rapport au. Elle a fait un truc que nous en France on n'a pas réussi à faire ils ont tout chamboulé. Ils ont fait une Coupe du Monde 2011 catastrophique où ils m'ont bien fait marrer parce qu'entre des sauts de puits en ferry et des on a profité. Ils étaient marrants. Non mais même en troisième mi-temps les mecs ont régalé, quoi. Mais c'était catastrophique, quoi. Et derrière, ils sont avec Lancaster, ils avaient eu un vrai projet, ils ont vraiment monté un truc. Franchement, pendant 4 ans, ils ont commencé à casser la bouche. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande pendant cette période et tout. Ils sont arrivés à une Coupe du Monde 2015 où je pense qu'ils ont eu trop de pression, ils ont eu du mal, ils ont pas assumé leur statut. Donc ils ont dégringolé, mais
Mais honnêtement, le travail fait en amont pendant 4 ans ne s'est pas envolé et était vraiment très important. Et là, ils arrivent à cette Coupe du Monde avec un vrai projet solide, avec des vrais. Mais ils ont tout transformé à l'intérieur de leur institution. Enfin, tout transformé. Ils ont fait des changements concrets à l'intérieur de leur institution, quoi, sur les formations, sur les postes clés de mecs, les détecteurs, les matchs des mecs à la détection, pardon. Et nous, en France, on en est encore enfin, il y a encore des guerres internes, je sais pas qui, mais on n'arrive pas à avoir ce chamboulement qu'on aurait dû avoir. Notre 2015, c'était un peu leur 2011, Nous, quoi. on a le sentiment que le projet rugby en France, avec encore la guéguerre Fédé-LNR qui dure depuis 20 ans, etc., que personne n'arrive à solutionner, bon, tout ça, ça pèse énormément sur le rugby français, et on a le sentiment qu'ils sont déjà au-delà de ça, qu'ils ont mis leur équipe nationale en premier dans les projets, et qu'aujourd'hui ça paye. Voilà. Ouais, Donc, ouais, bien complètement. sûr, on peut se tromper, faut être humble dans les pronostics. On l'a bien vu, on a dit pas mal de conneries, et ça reste la glorieuse incertitude du sport qui va décider. Mais aujourd'hui, quand même, quand on regarde et qu'on fait un peu d'analyse, ils sont très très bien placés. Je pense que tu avais bien dit là, Théo, dans le sens qu'ils arrivent au bon moment. C'est vraiment le moment clé pour eux. Là, on a parlé de Irlande et on a vu que tiens, en 2008, ils étaient très bons, mais après, ils ont perdu un peu. Je sais pas, ils grillent leur chance. On voit Pays de Galles dans l'estimation de cette année formidable. Après, bon, ils ont perdu les trois derniers matchs là récemment. Donc, t'as raison, c'est l'Angleterre qui fait le plus peur là. Bon, on a l'Angleterre qui est vraiment quand même favori de ce pool. Après, on a la France, notre équipe à nous. On a déjà On en pas a mal beaucoup parlé. parlé déjà de nos petits Oui, Français. C'est vrai. déjà pas mal. On y Je propose croit quand même, on y croit. Oui, Évidemment. je propose que deux choses. Un, quelqu'un m'explique, parce que là, c'est moi qui gère notre petite compte Instagram, et je vois hashtag ne faisons 15. Ça veut dire quoi, en fait? C'est un jeu de mots. Ne faire qu'un, QU apostrophe 1, le nombre, c'est l'expression pour dire en groupe, tu avances comme un seul homme, quoi. Et 15, c'est drôle parce que ça sonne comme qu'un, donc c'est un excellent jeu de mots du stagiaire sans doute ne faisons Ouais, 15. Voilà, alors, c'est un alors peu. ceci dit, le stagiaire de la FFR, là, ce qui est marrant, c'est que la révélation sur Instagram dépasse sa pensée, c'est-à-dire qu'il veut nous embarquer dedans et il démarre par une négation. C'est Oui, ce qui est c'est ça, j'ai noté exceptionnel. aussi. C'est absolument exceptionnel là aussi en révélation, je pense. Moi, j'avais compris don't be 15 et j'ai pas compris. Ouais, c'est un peu ça. Ah oui. Je comprenais rien du tout. Don't be 15. Venez, on joue à Never 14. 15, ce serait pas mal aussi. Don't do 15. Ouais, je comprends rien. Bon, on est quand même la France. Donc, je propose qu'on parle chacun une aspect de cette équipe qu'on aime. Moi, voilà, sur les Français, ils ont des fulgurances. Je pense qu'ils peuvent pas faire mieux aujourd'hui que de nous faire rêver avec des fulgurances. Donc, qu'ils le fassent. Si ça tombe du bon côté, ça tombera. Aujourd'hui, pour moi, on peut pas dire que les planètes soient alignées, mais on sait jamais. Et on a des joueurs de grand talent. Et un match de rugby, ça reste un match de rugby. Donc, on y va. Ils y vont à fond. Et maintenant, on va les supporter. On va espérer au moins jusqu'à samedi midi, quoi. Voilà. Puis après, on verra bien ce qu'ils ont fait sur le premier match. Moi, je dirais que c'est vrai. Bon, on va pas refaire l'histoire du 15 de France. On parle souvent de cette fulgurance et tout. Je pense que depuis quelques années, c'est plus dur d'y croire à ces fulgurances. On avait évoqué il y a quelques moments, il y a quelques temps, pardon, dans des précédentes émissions, une sorte de scénario de rêve ou je sais pas quoi. Moi, franchement, bon, déjà, je pense que contre les petites nations, on n'aura peut-être pas l'arrogance qu'on a eu sur certaines coupes du monde de passer un peu à côté de ces matchs de poule et je pense au Tonga en 2011 par exemple, mais de rater un peu ces matchs. Je pense qu'on n'aura pas cette arrogance. Mais imaginons qu'on débute notre Coupe du Monde en perdant contre l'Argentine, catastrophe, remise en question totale, et paf, on se qualifie, mais comment? Mais en battant l'Angleterre. Moi, franchement, j'y crois. Tapant les Anglais. Mais j'y crois. Et Alors, si on fait ça, on est champion du monde après, je pense. Voilà. Et je pense que ça, c'est possible. Et effectivement, là où je te rejoins complètement, Charlie, c'est que ce qui pourrait arriver de mieux aux Français, c'est d'arriver au fond du seau devant les Anglais et que les Anglais soient un tout petit peu trop sur d'eux. Voilà, c'est le scénario rêvé. Parce que si tu bats assez bien, on va dire, les Argentins, que tu fais tes préparations, ça y est, on va commencer à dire, ouais, on rivalise et tout, et paf, on va en prendre une énorme. Voilà, je le sens venir, l'histoire.
Donc, on a envie de voir des belles choses et on pense qu'on va voir des belles choses de cette équipe de France, mais quand même, il y a la première équipe en face, c'est Argentine. Est-ce qu'on peut parler rapidement de cette Alors, équipe? les Argentins, les Argentins, moi j'ai bien regardé, je dirais pas qu'ils sont prêts comme les Anglais, mais ils sont aussi à un moment de leur histoire où ils sont beaucoup plus prêts qu'ils ne l'ont jamais été. Voilà, il faut bien se rappeler qu'auparavant, les Argentins, c'était comme les Fidjiens, comme les Samoans, c'était une nation hyper éclatée, avec des mecs qui jouaient jamais ensemble, et c'était leur problème principal. Donc dans les Coupes du Monde, ils arrivaient à faire un ou deux matchs, etc., mais ils n'avaient pas de culture commune. Ça, la Fédé argentine à un moment, pourtant un pays qui a plein d'autres problèmes, etc., ils ont des mecs intelligents à la tête de cette fédération. Ils ont fait participer l'équipe au Rugby Championship, qui était avant le Tri Nations, qui est devenu le Rugby Championship, c'est-à-dire qu'ils affrontent tous les ans les Australiens, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains. Cette année, ils n'ont perdu que de 6 points contre les Sud-Af, notamment. Ouais, c'était un très bon match, ça. Ils sont pas loin de ces nations-là. Et surtout, les Jaguars. Ils ont, dans le championnat des clubs de l'hémisphère sud, ils ont monté une franchise qui s'appelle les Jaguars. Et les Jaguars, ils ont complètement rivalisé puisqu'ils sont arrivés en finale cette année. Et ils ont perdu contre les Crusaders qui sont juste imbattables ou presque, dans un match où ils n'ont pas du tout été ridicules. Et les Pumas aujourd'hui, qu'on va rencontrer samedi matin, j'espère, c'est l'ossature des Jaguars, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 dernières Coupes du Monde, il y avait 10 ou 12 mecs qui jouaient en France. Là, ils en ont que 3. Il y a les 2 ouvreurs, Sanchez et Urdapilleta, et un troisième, je sais plus. Puis un quatrième qui va arriver, qui va te faire rêver, je pense, qui est leur capitaine actuel, qui est Pablo Matera, qui est un 3e ligne de rêve. Le mec, c'est Lolo Cabane, mais gaulé comme Marc Cécilion, quoi. C'est-à-dire que il a tout. C'est un joueur de ballon, il a des cannes, il est costaud, il est exceptionnel. Et c'est leur capitaine. Donc, c'est une équipe qui arrive, elle aussi, au premier bout, on va dire, d'un projet qui est de reconcentrer ce rugby argentin autour de projets communs et d'en faire une équipe qui tient la route, qui se connaît, qui joue ensemble. Et donc, ils sont super bons. C'est-à-dire que s'ils nous battent, ce sera pas du tout un hasard. Et si on les bat, ce sera un exploit. Voilà. Comme tu dis, un super travail de la Fédé. Ils ont voulu se confronter aux meilleurs. C'est vrai qu'il y a une époque où les joueurs argentins qui évoluaient en France, il y avait ces grands débats de est-ce qu'on les fait jouer quand même ou pas. Il y avait une fédération qui était assez fermée par leur rapport au rugby amateur. En fait, ils avaient une défiance au fait de créer justement des clubs pro importants, des clubs pro qui comptent. Et ce qu'ils ont fait, moi je trouve ça génial. Enfin, ça ne peut que te faire rêver, quoi. La progression qu'a cette équipe. Enfin, je sais pas, ça en pense toi, Ticket, mais. En fait, j'ai pensé pour cette équipe comment j'expliquerais ça à un Américain qui comprend rien de le rugby, et je me suis dit en fait France. C'est-à-dire à un Américain. Voilà, parce on en parlera plus tard. Parce que pour moi, c'est un peu cette match France-Argentine, c'est un peu le grand frère et le petit frère, mais dans le sens que le grand frère, la France, ils ont l'habitude de taper sur le petit frère qui est plus jeune et donc plus faible, et d'un coup le grand frère il va à l'université pendant 4 ans, il revient et d'un coup le petit frère il est plus petit et il n'aime pas être tapé dessus, je suis d'accord, c'est super bien trouvé comme comparaison, c'est un peu ça. Je trouve cette équipe toujours frustrant face à l'équipe de France, et comme on avait dit last week, on avait dit la semaine dernière que si Rory Best, on avait tous dans une équipe un joueur comme lui qui était pas du tout rigolo, qui est juste là pour gagner. En fait, je pense qu'on a tous un joueur dans notre équipe qui est un peu comme leur coach là, Super Mario, le gars qui est super agaçant, qui joue vraiment au niveau des règles, mais juste, tu vois, il est un tout petit peu fou, tu vois, c'est le gars qui est vraiment agaçant, parce que tu sais, tu regardes l'arbitre, tu dis, c'est normal, t'as le droit de faire ça, et l'arbitre qui fait, bah ouais. Et tu vois, ce joueur, j'ai détesté ce joueur quand il jouait en Argentine, parce que, rien contre lui personnellement. Alors, il a été remplacé, dans l'équipe d'Argentine, il a été remplacé par un mec qui est pas mal plus gaillard que lui, qui a un physique beaucoup plus puissant, qui s'appelle Augustin Crivi, qui est super bon, qui est une caisse. Moi, une fois, je les avais vus quand ils avaient battu les Français au Stade de France pour la énième fois, parce que ces dernières années, ils nous ont quand même souvent battus. J'avais été à la réception, j'étais passé à côté de Crivi, il m'avait impressionné du point de vue du gabarit. Il est vraiment très très costaud. Et Ledesma, qui est passé coach, il y a en plus, en lecture, on va dire, subliminale, c'est que c'est une sorte d'ennemi personnel de Fabien Galtier, parce qu'ils ont bossé ensemble. Quand Galtier était coach de Montpellier, Ledesma était plus ou moins son adjoint, ils se parlent plus. Hein.
donc ils peuvent pas se piffrer. Donc il y a en plus une espèce de guéguerre entre les deux sur fond de rivalité qui va animer ce match-là. Ça veut dire que franchement, il va y avoir une tension sur ce match énorme et la guerre des rucks, il va y avoir du petit bois qui va voler dans tous les sens. Je peux vous assurer que samedi matin, je sais pas si le match va être sympa, mais on va pas s'ennuyer à regarder les rucks. Ça va y aller Et gaiement. peut-être, si on a la chance, peut-être ils vont remettre les crampons, les deux coachs. Hein, ça peut être pas mal, les voir sur le terrain. Ce serait pas mal. Et je pense que Galtier a du souci à se faire. Ouais, je pense qu'il y en a qui part moins gagnant que l'autre. C'est un peu qui nous avait gâché notre fête en 2007 déjà. C'est des types qu'on n'aime pas en Coupe du Monde. C'est des types en 2014 ils nous avaient mis une petite déculottée chez nous aussi qui nous avait pas plu. Enfin, je sais pas si on peut dire une bête noire, mais c'est une équipe qui nous a pas porté chance quoi souvent. Ouais, bête noire en rugby, c'est un terme facile hein, quand même. Mais c'est plutôt, ouais, oui. Hein, t'es d'accord. Là, il y a une grosse bête noire, bête noire elle de est tout triple championne du monde. Allez, donc quand même France-Argentine, ça va être un beau match à voir. On a quand même deux autres équipes dans ce pool, notamment les États-Unis. Ouais, mais les deux sont vraiment moins intéressantes. Il y en a une qui vaut le coup là dans les deux qui restent. Hey, easy. Bon, les Tonga, on en a un petit peu parlé. Je pense qu'au niveau, ils ont fait le plein de confiance en prenant 92 points contre les Blacks. Ça va être dur, je pense, pour eux quand même, très dur. Et là-dessus, jouer les Blacks en match de préparation à 15 jours de la Coupe du Monde, pour le coup, en termes de casting, je suis pas sûr qu'ils aient fait un bon choix, parce que ça a tourné à la boucherie. Et les Américains, aux États-Unis, c'est un sport qui se développe. Thierry, c'est toi qui vas nous en parler quand même. Moi, je dis juste, j'avais un joueur américain que j'adorais dans les années 90. C'était un mec qui jouait à Bath, qui s'appelait Lyle, L-Y-L-E. C'était un super joueur, hyper adroit, qui avait fait une très très belle carrière dans le championnat anglais, mais c'était un précurseur. À l'époque, il y avait 0 Américain. Une chose, c'est sûr aux États-Unis, c'est que vraiment personne connaît le rugby. Donc je pense que le rugby c'est connu parce qu'il y avait un épisode de Friends où Ross a joué au rugby pour impressionner sa copine anglaise. Je pense si vous vous souvenez de ça. Il se fait marcher dessus. Voilà. Et finalement c'est tout en fait. Donc quand j'ai tapé, je voulais voir qui était le capitaine parce qu'en fait je connais pas du tout cette équipe. Et en fait la deuxième chose que je vois sur Google c'est est-ce que les États-Unis ils ont une équipe de rugby quoi. Donc même les Américains ils savent pas qu'est-ce que c'est comme sport et qu'on a une équipe qui est dans le Coupe du Monde. C'est quand même un sport un peu universitaire là-bas. Il y a des mecs qui jouent en université, il y a pas mal de Néo-Zélandais, d'Australiens. Souvent, moi ce que j'ai compris c'est que les équipes là-bas sont souvent construites autour d'émigrés australiens ou néo-zélandais ou anglais qui construisent des petites communautés et puis t'as ceux qui en ont marre du foot américain parce qu'on met 2 heures à s'attacher les protections et ils viennent jouer au rugby parce que ils se marrent comme ça, quoi. C'est ça, non? Pour moi, t'as raison, c'est surtout un truc, c'est surtout un sport universitaire. Aux États-Unis, normalement, on commence à jouer, donc t'as baseball, t'as basketball, t'as foot américain. Notre équipe nationale, parfois, c'est des Anglais ou c'est des internationaux, en fait, qui viennent de l'autre sport. En fait, c'était l'ancien capitaine, c'était drôle d'entendre parler parce que d'un coup, il avait l'accent de la reine, en fait. Donc, s'imagine si Guillaume Guirado, il y avait un accent québécois, quoi. C'est quand même assez étonnant. Il y aurait peu de chance. Hein. Nos Canadiens, on n'en a pas beaucoup parlé des Canadiens, mais ce qui est très frustrant pour nous, les Français, quand on voit l'équipe du Canada, c'est qu'en fait, c'est des anglophones, les Canadiens. Il y a très peu de Québécois. En fait, le rugby, ça n'existe pas au Québec. C'est hallucinant. Et souvent, tu vois, les Mike James, les Jamie Cudmore et tout, c'est tous des anglophones. Bon, en finissant sur cette équipe des États-Unis, vraiment, ça veut dire que la plupart des gens qui découvrent le rugby, ils découvrent ça à 18 ans. Donc, si tu imagines comment monter une équipe face même aux Français, que ils sont tout petits, ils sont quoi? On commence au rugby à quelle année en France? Ça dépend, mais l'école de rugby, oui. Et moi, là, dans mon école de rugby, il y a des baby rugby, c'est à partir de 5 ans, 4 ans, 5 ans. Après, t'as les U6, les U8, les U10, les U12. Enfin, tu peux commencer au berceau, quasiment. Donc, vous avez minimum 13 ans d'avance de nous. Ça veut dire que quand même, sur notre équipe, on a soit des internationaux, ou soit des personnes qui découvrent très tard, qui sont des super athlètes. Et je ne vais pas en parler de deux. Il y a un gars, il faut regarder, c'est Paul Lasicki, si je dis bien. C'est un centre, c'est un ancien All Black d'ailleurs. Je pense pas qu'on a Sudaf sur notre équipe. On va chercher, je suis sûr qu'il y en a un. Ouais, peut-être, ouais, j'imagine. C'est obligé. Mais en fait, il joue à Harlequins aujourd'hui. Mais en fait, le mec, il a quand même dû jouer 2 ans en NFL.
Donc c'est quand même incroyable, le mec a joué en NFL le plus haut niveau de foot américain et après il joue le plus haut niveau de rugby, c'est quand même impressionnant. Il doit faire des en avant quand même souvent, non? Il doit faire des passes en avant. Mais par contre, j'ai vu quelques images et quand il plaque, l'autre mec, il vole. Après, bon, on a les capitaines. Un peu la même histoire. Le capitaine était un champion de water polo, tu vois, qui a découvert le rugby à l'université. C'est Blaine. C'est des athlètes exceptionnels. Hein. Ouais. Les joueurs de water polo, laisse tomber, ils ont une caisse. Mais... Après, ils ont 7 poumons. Ouais. Ah ouais. En plus, le gars, il a un nom de capitaine. Il s'appelle Blaine Scully. Il n'y a pas mieux que Blaine Scully. Ouais, tu vois, ça fait super héros. Ouais, c'est ça. C'est Captain America. Et après, il y a Joe Tufete, qui a sûrement 22 matchs. Il a déjà marqué 20 essais. Donc, le numéro 2. Bonne moyenne. Ouais, c'est quand même pas mal. En fait, il a le plus. Ils ont dû aller chercher quelques mecs du Pacifique, effectivement, eux aussi. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, donc ça, ce gars-là, il a déjà dépassé le plus d'essais au niveau international par le premier et deuxième ligne, quand même. Donc voilà, donc une équipe qui a certains joueurs qui est intéressant, mais finalement, comme on l'a dit, c'est pas une équipe qui va sortir. Si déjà ils battent Tonga, je serais content. Et si on arrive à mettre un essai sur chaque autre équipe qu'on joue, je serais content, quoi. Oui, il nous manque un seul équipe, donc Tonga. La seule chose que je voulais dire par rapport à Tonga, c'est que ils ont quand même battu Fidji, qui a quand même battu la France, donc on peut dire que Tonga peut battre la France. Tout à fait. Je pense qu'ils peuvent battre la France, surtout au niveau des barbes. Et là-dessus, je vous invite vraiment à regarder celle du joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il est exceptionnel. On fera évidemment circuler la photo, et vraiment, il assure. Maintenant, il s'appelle, comme je vous rappelle, Sione Anga Aelangi, qui est honnêtement un nom que je valide également. Mais je pense pas que les Tonga battront les Français, Thierry. Je ne te suis pas sur ce pronostic. je n'apposerai pas mon nom sur ce pronostic. On parle en prono, donc France-Argentine. Vous avez un score? Ah non, moi j'y arrive pas. Je suis trop tendu, j'y arrive. Honnêtement, j'y arrive pas là. Ouais. Et puis vu le succès de mes derniers pronos, moi. On va tous aller avec un victoire pour la France. Non, moi aujourd'hui j'ai fait un prono, j'ai dit les Anglais champions du monde et Dieu sait que ça me fait mal de lâcher ce prono. Mais au moins c'est enregistré. Mais la façon que tu as expliqué l'histoire de Eddie Jones, quand même, c'est une belle histoire. Bon, on va finir pour aujourd'hui. On a quand même le début. Tous les matchs vont démarrer bientôt avec un Japon-Russie pour la première match. Après, samedi matin, ça va être France-Argentine. Juste après, l'autre grand match de ce week-end, c'est Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. À pas rater, à ne rater sous aucun prétexte. Aussi un petit Irlande-Écosse ce week-end. Donc, il y a quand même des matchs. Donc revenez la semaine prochaine pour parler de tous ces matchs. On est vraiment content que ce Coupe du Monde démarre. Merci à tous nos auditeurs de votre soutien. N'hésitez pas à nous joindre et laisser un commentaire sur tous les réseaux sociaux. Donc revenez encore pour la semaine prochaine où nous allons découvrir si les cheveux de Yohan Uge bougent quand il court ou pas. Ce sera la grande énigme de la semaine prochaine. Allez, bisous les gars. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les gars.